Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité de ce mardi. Ah, il y a du lourd aujourd'hui. Il y aura la question de la BCE qui est centrale. Enfin, le président de la République nous a annoncé en avant-première que Mario Draghi passait à l'action jeudi. Ça y est, c'est comme si c'était fait. La question est, est-ce que cette fois-ci, en achetant des dettes d'État, plutôt qu'en inondant le secteur financier, on aura véritablement une transmission de la politique monétaire aux vrais agents économiques, qui sont les ménages, qui sont les entreprises. Puis derrière, il y a ce chiffre choc qui va occuper une bonne partie du forum économique de Davos. Les inégalités, ça n'est pas une nouveauté. En tout cas, Oxfam, l'ONG, nous dit qu'il y a 1% du monde qui possède 50% du patrimoine mondial. Voilà. Et ça, évidemment, ça va faire causer parce que derrière, il commence à y avoir une prise de conscience que l'ascenseur social est un mythe, mais que par contre, la montée des extrêmes, liée notamment au phénomène des inégalités, l'est peut-être beaucoup moins. Et autre chiffre impressionnant, il est signé de l'Organisation internationale du travail et il faut s'attendre à 10 millions de chômeurs de plus d'ici 5 ans. Et donc, derrière cette question des inégalités, cette question de la panne de croissance, il y a la question de savoir s'il faut s'habituer à vivre avec un chômage de masse. Pôle emploi nous a déjà dit la semaine dernière que nous avions 1 million de personnes qui globalement auraient beaucoup de mal à retravailler. Donc dans ces conditions, quand tout le monde se désendette, quand la pression déflationniste devient une réalité, ou en tout cas une crainte sérieuse et réelle et sérieuse, eh bien faut-il que les États, malgré leurs dettes, malgré leurs déficits, continuent justement, eux, à dépenser, parce qu'ils seraient les derniers acteurs économiques ayant la capacité de le faire. Bonjour Philippe de Sertine. Bonjour Nicolas. Professeur à l'Institut d'administration des entreprises, directeur de l'Institut de haute finance et membre du Conseil des finances publiques, auteur de En tout espoir de cause, Le monde de demain a déjà commencé, publié chez Anne Carrière. Charles Lagarde, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, président de GAFCA Research. Vous avez écrit de nombreux ouvrages et vous étiez à l'origine de cette formule des lions menés par des ânes, qui a déjà bonne dizaine d'années. Oui, une bonne dizaine. Jacques Généreux, bonjour. Bonjour. Professeur à Sciences Po à Paris, auteur de Jacques Généreux explique l'économie à tout le monde. Ça tombe bien, vous êtes là, publié au Seuil. Et c'est vous d'ailleurs qui venez de publier la version française de la théorie du monde sans croissance. La théorie de la stagnation séculaire. La grande crise de James Galbraith, oui, voilà. Je suis l'éditeur en France. Voilà. Et si vous avez publié ça, c'est parce que vous croyez fondamentalement à l'idée qu'on est devant des décennies de croissance potentielle très faible. Alors d'abord, figurez-vous que quand j'édite des livres, je n'édite pas que des livres avec lesquels je suis d'accord. Je suis d'accord, je sais. Mais en l'occurrence, sur celui-ci, j'édite des livres intelligents, argumentés, etc. Ce qui est le cas, c'est un grand livre de James Galbraith, le fils de John Keynes, tout à fait passionnant et intéressant. Je ne suis pas d'accord avec tout. Mais je crois en commun avec lui que, en effet, on ne peut plus s'attendre effectivement à l'idée qu'on pourrait passer les zones de crise comme ça en disant c'est pas grave, c'est une turbulence, c'est un accident, un cycle et puis on va retourner à la normale, ce qui fait que refléter d'ailleurs une forme d'analyse économique dominante dans le monde et notamment dans le monde des économistes anglo-saxons, qui est une espèce de modèle économique théorique totalement abstrait, qui est incapable de prévoir et d'analyser les crises, et donc qui face à une situation de crise, notamment de crise financière, dans des modèles qui n'intègrent absolument pas la finance et la monnaie, ont toujours comme réaction de dire écoutez, ça c'est des accidents, ça arrive dans la vie, ça va passer, et puis on va revenir à la normale. On reviendra pas en effet à la normale parce qu'il y a une crise profonde structurelle des économies capitalistes. On est quand même tous d'accord pour dire que tout ce qui a été mené depuis la chute de Lehman Brothers, et notamment de la part des banques centrales, n'est pas quelque chose de très normal. Et c'est pourtant de la normalité qui est devenue de la norme, puisque maintenant nous vivons avec. Donc, et là, je ne pense pas qu'il y ait un désaccord, n'est-ce pas, Philippe de Sertine, sur l'idée que les politiques monétaires ne sont pas l'alpha et l'oméga de notre avenir économique. Et pourtant, on s'attend bien véritablement à une étape importante, peut-être pas définitive, peut-être pas structurante, mais importante de la part de la Banque Centrale Européenne, jeudi. Oui, enfin, ce que vous dites, c'est aussi intéressant de dire qu'au fond, on s'est habitué à quelque chose dont on dit sans cesse que c'est non conventionnel. Je sais pas le non conventionnel, l'exceptionnel est devenu la normalité. Mais quand c'est non conventionnel, on doit se souvenir que c'est non conventionnel. L'interview d'ailleurs de Benoît Cœuré la semaine dernière dans Libération était très intéressante de ce point de vue en disant... il est donc le Français qui est membre du directoire de la BCE. Absolument, en disant attention, n'attendez pas que vous ayez un coup de baguette magique. Je crois que peut-être ce qu'il faut vraiment dire et redire, et peut-être je le dis aujourd'hui parce que on pourra comme ça l'entendre et le marquer, nous sommes aujourd'hui
de plus en plus en train de dérégler le système économique et financier comme nous l'avons déréglé avant la crise de 2007. Ce que nous voyons aujourd'hui dans la sphère financière notamment et dans la sphère financière mondiale est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus une perte de repères par rapport à cette notion absolument cruciale du point de vue économique, qu'est la notion de risque et la notion de rémunération de risque. Le prix, les taux, le coût absolument. du risque, tous ces éléments qui sont normalement des juges de paix du marché. A des conséquences gigantesques dans la manière dont se réorganise la finance mondiale, et nous avons un certain nombre de fonds, un certain nombre de structures qui sont en train d'apparaître et qui posent de gigantesques problèmes à la régulation. Mais alors là, on est... qui apparaissent, de quoi pensez-vous? Je pense... Ah non, je pense pas. Enfin, oui, non, mais... je parle notamment des fonds indiciels, de ce qu'on appelle les fonds indiciels, c'est-à-dire le fait qu'en ce moment, aujourd'hui, par exemple, nous sommes toujours dans des luttes sur la régulation correspondant à la manière dont la crise est arrivée, c'est-à-dire notamment l'influence des hedge funds. Aujourd'hui, nous nous trompons de cible parce que ce qui est en train de se recharger, c'est en réalité une finance qui n'a plus aucun repère, qui n'a plus le repère du prix, qui n'a plus le repère de la rémunération des risques. Je sais bien que c'est un peu compliqué quand on dit ça aujourd'hui aux auditeurs, mais on doit bien avoir conscience que lorsqu'on est en train de parler des politiques accommodantes des banques centrales, eh bien, ça poursuit sans cesse on va dire, cette montée extrêmement dangereuse dans une tension qui va nous amener nécessairement à une correction extrêmement dure au bout d'un certain temps. Et ce certain temps, c'est juste le problème qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'il se passera cette année, l'année prochaine ou dans 2 ans? Ce qui est sûr, c'est qu'il arrivera au moment où on va être obligé de remonter les taux d'intérêt. Et je crois que vraiment la question absolument cruciale, c'est la question de la remontée des taux. Tant que nous ne sommes pas en remontée des taux, nous sommes toujours en crise potentielle, nous sommes toujours en situation, on va dire, de soins lourds. Le jour où on va remonter les taux, là on va se rendre compte du dégât que l'on a fait dans, on va dire, la logique économique de fond dans le système mondial. Et là je ne parle pas évidemment uniquement du point de vue européen, mais il est clair que l'action de la BCE va contribuer à accentuer encore ces déséquilibres. Tout le monde sera d'accord avec l'idée qu'effectivement on fabrique des bulles et qu'on a tué les repères de marché. Il n'y a plus de prix, il n'y a plus de taux, il n'y a plus de coût du risque. Oui, d'accord. C'est intéressant, mais pourtant, par rapport à votre question sur l'inégalité. Oui. C'est très important. On va y venir juste après. Pourtant, Philippe de Sertine, vous serez à mon avis l'un des premiers à me dire que la BCE est tellement attendue qu'il faut qu'elle agisse. Et que si elle n'agit pas... Non, je ne dis pas ça nécessairement. Ah, vous ne me dites pas ça nécessairement? Ah non, absolument pas nécessairement. Qu'en pensez-vous, Charles Gave, de cet univers un peu nouveau? Pression déflationniste, les inégalités qui commencent à devenir un sujet politique alors que généralement on considérait que ça nourrissait l'ascenseur social. Enfin bref, les réflexes habituels qui s'en vont. Je ne saurais être plus d'accord avec ce qui a été dit ici. La première des choses que je voudrais dire, c'est que pour qu'un système économique fonctionne, il faut qu'il y ait des prix de marché. Oui, ça, venant de vous, je ne doute pas que vous serez d'accord avec l'idée qu'il faut qu'il y ait des prix de marché. Les prix de marché, c'est dans le fond le système d'information qu'utilisent les entrepreneurs pour prendre des décisions. Je crois qu'on est tous d'accord, c'est un peu leur... Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il s'exprime, qu'il se manifeste. Ou qu'il se taise à jamais. Et ensuite, ce qu'il faut dire, si vous voulez, c'est que tous les prix de marché viennent de 2 prix. Le taux d'intérêt qui vous permet de faire entrer le futur dans le présent par l'intermédiaire du mécanisme d'escompte, et le taux de change qui vous permet de savoir ce que vous produisez à la maison et ce que vous produisez à l'extérieur. Ça fait 15 ans que les hommes politiques dans le monde entier, au travers de l'euro, au travers des manipulations de taux d'intérêt qui ont commencé en 2002, vous font des faux prix pour les taux d'intérêt et les taux de change. Comme tous ces prix sont faux, comme ces 2 prix sont faux, ça veut dire que tous les prix sont faux aujourd'hui, et comme les chefs d'entreprise ne sont pas idiots, comme ils n'ont pas de système des prix qui fonctionne, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est s'asseoir sur leurs mains et ne prendre aucune décision. Et ou prendre le cash qu'ils génèrent pour acheter leurs propres titres, voire emprunter de l'argent à des taux défiant toute concurrence pour acheter leurs dettes ou leurs propres titres. Donc on est dans un système qui favorise massivement la non-prise de risque, puisque vous ne pouvez plus le mesurer, le risque. Et donc, un système dans lequel vous ne pouvez pas prendre de risque est un système qui ne peut pas avoir de croissance. Donc, si vous voulez, l'absence de croissance vient tout simplement de taux d'intérêt débiles et de taux de change débiles. Et ce que ça veut dire, ce que j'essaie de dire, et c'est tout simple, c'est que si vous n'avez pas de prix, vous n'avez pas de croissance, vous n'allez pas chercher plus loin. Donc vous souhaiteriez que la BCE finalement n'agisse pas, je dis, comme tous les acteurs. Est-ce que vous entendez, le moindre acteur de marché que vous interrogez sollicite d'urgence l'intervention de la Banque Centrale Européenne pour qu'elle dégaine les armes les plus massives qu'il soit, de manière à créer encore plus... L'un des crimes les plus importants fait par Bernanke, c'est quelque chose qu'il a appelé le forward guiding. Forward guidance, le fait d'annoncer au marché ce qu'il va se passer et de ne plus les prendre par surprise comme la Banque nationale suisse jeudi dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose d'assez simple, encore une fois. Ça veut dire que la Banque centrale vous annonce qu'ils sont capables de comprendre ce qui va se passer dans les 2 ou 3 ans qui viennent.
Ce qui est une erreur logique inimaginable parce que personne n'est capable de comprendre quelque chose, pas de comprendre, de prévoir quelque chose. Personne ne peut prévoir. Si quelqu'un pouvait prévoir quelque chose, l'URSS serait le pays le plus développé du monde. Donc on ne peut pas prévoir. Donc il vous annonce un truc certain, des taux d'intérêt à zéro pour les 3 ans qui viennent, ce qui permet à tous les gars qui ont des cash flows positifs d'emprunter pour acheter des actifs à cash flow positif. Mais ça tue complètement tout investissement risqué. Parce que c'est bien meilleur d'acheter un immeuble qui est loué, puisque vous avez des taux d'intérêt très bas pendant 3 ans. Donc ça détruit complètement. L'idée qu'une banque centrale peut prévoir est une erreur. Et ensuite, les marchés s'appuient sur cette erreur pour aller d'erreur en erreur. Et donc, on est dans une double imbécilité logique. D'accord. Seulement, le problème, c'est que maintenant qu'on a appuyé sur le bouton, et que notamment les grandes banques centrales ont appuyé sur le bouton, c'est difficile d'avoir raison. Il faut faire comme la Banque nationale suisse. Quand vous coupez la queue du chien, vous la coupez d'un coup. Vous la coupez pas un petit bout pour que la petite bête ne souffre pas trop. Pas mal de choses ont été dites. Jacques Généreux, je vous laisse réagir sur ce qui vous a interpellé davantage. Il faut expliquer les choses. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec De Sertine et Chagrin plus avec Philippe de Sertine, en grande partie, je ne sais pas que je suis en désaccord total avec ce qui vient d'être dit, mais les choses sont un tout petit peu plus compliquées. Le problème, c'est que nous avons ici, y compris dans ce débat, mais dans la manière dont semble raisonner la Banque centrale et nos dirigeants en Europe, un découpage entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Okay. Ce que nous vivons, là je suis en plein accord avec Philippe de Sertine, c'est que nous avons une crise financière qui, en grande partie déjà, a été provoquée par l'inconséquence totale des banquiers centraux et en particulier de la Banque centrale américaine qui pendant des années ont inondé effectivement des marchés de liquidités, ont fabriqué eux-mêmes les bulles, sont restés figés comme seul indicateur de bonne gestion sur le taux d'inflation sans regarder l'inflation des actifs financiers, les bulles, etc. Enfin bref. Et maintenant, nous retrouvons dans une même situation qui est que pour éviter l'effondrement des systèmes financiers, des systèmes monétaires, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, on ne pouvait pas laisser s'effondrer les systèmes de crédit. Bon, on n'a pas arrêté d'injecter des liquidités, de sauver des banques. Bon, maintenant on rachète de la dette, on a commencé par la prendre en pension, maintenant on veut la racheter, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais bien qu'on comprenne le problème. Le résultat, c'est qu'effectivement, on inonde le système bancaire de liquidités. Alors, si ces liquidités qui se revenaient dans la liquidité bancaire se transformaient immédiatement en consommation supplémentaire et surtout en investissement supplémentaire, là on en a besoin. Ce qui est l'objectif, ce qui est l'ambition. Dans un certain nombre de services publics ou d'infrastructures, etc. On dirait, super, ça marche. Mais on sait que ça ne marche pas. Et on sait que ça ne marche pas, mais depuis les années 20, depuis les années 30, ce n'est pas une découverte. C'est-à-dire quand dans les situations d'arrêt comme ça total, de panne, de l'investissement et de l'activité en pleine crise financière, où il y a une perte de confiance et une insécurité des banques elles-mêmes, on sait très bien que la pompe ne peut être réamorcée que du côté de l'économie réelle. C'est-à-dire que on peut pas, c'est une expression qu'on apprenait dans les écoles dans les années 60, une situation où à ce moment-là, si on veut pousser l'économie avec la monnaie, c'est comme la pousser avec un bout de ficelle. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Bon. Donc ce n'est pas en injectant de liquidité, en ayant des taux d'intérêt à zéro, qu'on relance l'économie dans cette situation. Car une entreprise ne recommence pas à investir et à embaucher parce que l'argent n'est pas cher, elle ne bouffe pas l'argent, elle recommence à investir, à embaucher s'il y a du boulot, s'il y a des perspectives d'activité, si on a confiance dans l'avenir, donc si on investit, si les gens ont du pouvoir d'achat. Quand vous avez un effondrement du pouvoir d'achat, qu'on aggrave par des politiques d'austérité par ailleurs, qu'il n'y a pas de réamorçage de la pompe de l'investissement, vous pouvez toujours avoir un crédit à zéro, ça ne va rien relancer du tout. Bon. Donc, ce que vous dites là, Mario Draghi, il le sait. Donc, oui, il le sait. On en vient à douter. Pourquoi il le sait. Je suppose. Que... Le type est d'un certain niveau. Oui, mais c'est pas la question. Vous voudriez mettre en doute François Hollande est d'un certain niveau dans ses vœux. C'est un homme politique, François Hollande. Dans ses vœux 2014, il a récité la loi de Jean-Baptiste C, l'offre crée sa propre demande, etc. C'est-à-dire des tissus d'ânerie économique. Donc il y a plein de gens qui sont à un certain niveau. Greenspan était d'un certain niveau. Bernanke est et à quel niveau ces types-là ont fait les pires conneries, passez-moi l'expression, du monde en matière de gestion monétaire. Vous ne dites pas qu'il ne faut pas le faire, mais en même temps vous nous expliquez que ça n'aboutira pas au résultat que nous cherchons. Je termine.
pourquoi il faut le faire? Mais c'est pas maintenant, il fallait le faire en 2009, en 2008. C'est-à-dire que précisément dans ces situations de crise, il est en effet anormal que l'État qui doit financer sa dette, qui doit accepter à court terme une augmentation de ses déficits et donc une augmentation de sa dette pour ne pas aggraver la situation, pour relancer l'investissement ou aider l'investissement des PME par exemple, ou dans les secteurs innovants. Il est important que l'État puisse se financer, qu'il ne soit pas dépendant des marchés financiers, car on a vu les problèmes que ça posait des pays comme la Grèce, l'Italie et le Portugal. Quand dans cette situation, on dise la Banque centrale peut prêter directement aux États, c'est-à-dire acheter de leurs dettes qu'ils finiront par rembourser. C'est une excellente idée. Il faut que les banques centrales puissent prêter directement et acheter directement de la dette aux États. Mais ça, il fallait le faire. À l'émission, quand vous dites directement, c'est à l'émission. Exactement. Hein? Voilà. Il fallait le faire. Ça ne produira pas. Voilà. Il fallait le faire en 2009, en 2010, en 2011 pour que les États européens conjointement puissent mener des politiques de soutien à l'activité, à l'investissement, ce qui aurait évité l'effondrement de la Grèce, l'effondrement financier et l'aggravation des dettes publiques à terme, et fait que nous ne serions pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Alors ensuite vient le moment où nous sommes, où il faut en effet mettre en place ce système, parce que quelque part on y est obligé, parce qu'il y a des contraintes financières, parce qu'il y a des risques financiers d'insolvabilité des États, et donc c'est en quelque sorte contraint et forcé que les banquiers centraux se disent on va bien être obligés de procéder à cette politique monétaire non conventionnelle. Mais à quelles conditions c'est intéressant? Si c'est pour simplement mettre des milliers de dollars, d'euros en plus dans la liquidité bancaire, tout en bloquant par ailleurs les capacités des États à mener des politiques d'investissement public ou de soutien à leurs entreprises qui sont actuellement interdits par les traités, eh bien ça ne sert pas à grand-chose. Vous expliquez que si on le fait sur le marché secondaire, ça n'aura pas d'effet. 1000 milliards d'euros dans les actifs, dans les comptes en banque à la Banque centrale des banques, ça ne sert à rien. 1000 milliards d'euros dans la poche des entrepreneurs, des investisseurs, des salariés par l'augmentation du pouvoir d'achat, des entrepreneurs de bâtiments et de travaux publics par les investissements publics. Eh bien ça, oui, ça relance l'activité. Charles Gave, Philippe de Sertine, on a une minute avant de marquer une pause. Est-ce que vous êtes d'accord sur le diagnostic? Et en gros, je résume ça en disant qu'il faudrait que la BCE puisse agir en création monétaire pure. Absolument pas. Mais absolument pas. On pourra en rediscuter après si vous voulez. Mais ce qui me semble essentiel aussi, c'est de cesser un peu cette espèce d'idée noire qui nous traverse. Depuis 1973, j'ai commencé à travailler en 1971, c'est pour vous dire si je suis vieux. Depuis 1973, la France est en crise. Nous passons de crise en crise en crise, etc. Je vis en Asie. Je vous assure qu'il n'y a aucune crise en Asie, que la croissance est tout à fait satisfaisante, qu'il y a eu 2 milliards de gens qui sont passés d'un niveau de pauvreté absolu à un niveau de vie tout à fait satisfaisant en l'espace de 10 ans. Si vous voulez, jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant de gens qui sont montés aussi vite en dehors de la pauvreté. Alors, je sais bien, ce sont des Chinois, ça n'a aucune importance, ce sont des Indiens, ils vivent pas à la Courneuve, mais quand même 2 milliards de gens, ça me semble, il faudrait arrêter de parler de ça. La deuxième chose que je voudrais dire, si vous voulez... Pour marquer une pause, allez-y rapidement. Oui, si vous voulez, c'est que cette absence de crise aussi, elle existe en Angleterre. La croissance en Angleterre est aux alentours de 4%, merci, 3,5%, ça va très bien. La Suède va très bien, merci. Le Danemark va très bien. Tous les pays qui vont bien sont en dehors de la zone euro. Le premier livre que j'ai écrit, c'était un livre pour dire l'euro va tuer l'Europe. Parce que ça va forcer d'abord toute une industrie à être tuée par l'Allemagne, puisque nous avons un taux de change fixe avec des gens qui ont une productivité plus forte que la nôtre, et ensuite ça va tuer nos systèmes sociaux, parce que la deuxième étape pour l'Allemagne, ça sera de faire ce qu'ils appellent la dévaluation compétitive, c'est-à-dire de faire baisser nos systèmes sociaux. C'est inacceptable. Le taux de croissance de la France, de l'Italie et de l'Allemagne était le même de 1960 à 2000. Et puis depuis 2000, il y a eu un décrochage incroyable. Donc si vous voulez, arrêtons de dire que c'est un problème mondial, c'est un problème un petit peu dans une partie de l'Europe, parce que nous avons un système monétaire qui est débile. Mais arrêtons de dire qu'il n'y a pas de solution. Bon, on en a posé des problèmes là, il me faudrait une bonne heure de plus encore. On va marquer une pause, on va revenir là-dessus. Je ferai réagir Philippe de Sertine à ce que nous disait Jacques Généreux, et puis on va s'intéresser derrière à la question de ces inégalités qui va être centrale lors du Forum économique de Davos. Et puis, est-ce qu'il faut s'habituer à vivre avec un monde sans croissance? Du coup, est-ce que les États doivent d'urgence effectivement intervenir en s'endettant et en creusant leur déficit malgré des niveaux déjà très élevés? Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Philippe de Sertine est professeur à l'IAE Paris-Sorbonne, l'Institut d'administration des entreprises, directeur de l'Institut de haute finance et membre du Haut Conseil des finances publiques, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, En tout espoir de cause, Le monde de demain, a déjà commencé, publié chez Anne Carrière. Charles Gave, économiste et président de GAFCAL Research, président de l'Institut des libertés, auteur de L'État est mort, vive l'État chez Bourrin éditeur, ou encore Libéral mais non coupable chez Bourrin éditeur et Jacques Généreux. Il est professeur à Sciences Po Paris et auteur de Jacques Généreux explique l'économie à tout le monde, publié au Seuil. On va continuer et puis essayer de refermer cette page politique monétaire avec vous. Philippe de Sertine, la BCE agit trop tard et pas au bon endroit, nous explique en résumé Jacques Généreux. Vous irez réécouter le replay si vous voulez toute l'explication qui a été très appréciée par les auditeurs. Quelle pédagogie sur les politiques monétaires, m'écrivent-ils. Le problème, c'est l'euro, nous dit Charles Gave, l'absence de vrai prix, l'absence de vrai taux, l'absence de coût du risque. Enfin bref, on n'a pas du tout nos repères, on va pas taper au bon endroit, mais il faut taper quand même, car sinon tout le monde sera déçu. Oui, je crois que c'est assez amusant ce matin parce qu'on a des points d'accord les uns par rapport aux autres, croisés, et des points de désaccord, des points de désaccord profonds. Moi, mon désaccord avec ce qui a été dit là précédemment, et en même temps, vous voyez qu'il reprend aussi une partie de ce qui a été dit, c'est que au fond, le déséquilibre que nous connaissons aujourd'hui et le développement de la dette, qui est en réalité le cœur du moteur de la crise, hein, le cancer de notre économie, c'est un développement public. La dette privée. Ça a été d'abord une dette privée qui s'est transformée en dette publique, mais qui est toujours de la dette, c'est-à-dire une dette excessive par rapport à notre production de richesse. C'est exactement. Parce qu'à présent, les bulles viennent plus de l'endettement privé. Non, mais ça se transforme en dette publique. Hein, je veux dire, vous avez eu mutation dans la crise. Pas en Grèce. Hein. 100 milliards. Pas en Grèce, la dette. Voilà. Alors en Grèce, effectivement, on a eu une crise pas à Portugal, pas en Italie. Enfin, quand en Grèce, les Italiens n'ont pas de dette privée. Quand en Grèce, on vous maquille. Les Italiens n'ont aucune dette privée. C'est de la dette publique. Donc cette question de la dette, elle provient de quoi? De ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, en réalité, l'avenir de l'économie mondiale, on sait très bien qu'il n'est plus en Occident. La population, comme on le disait tout à l'heure, l'Asie, c'est 4 milliards de personnes, plus de 4 milliards de personnes. On a l'Amérique du Sud, on a l'Afrique qui est en train de décoller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du point de vue de l'Occident et la consommation et la production vont se faire dans ces zones. Aujourd'hui, en réalité, l'origine de la crise, c'est 1989. C'est l'effondrement du mur de Berlin qui signifie que c'est la fin de la guerre froide, et c'est les événements de Tiananmen qui signifient que la Chine commence à rentrer dans l'économie mondiale. C'est ça, en réalité, l'origine de la crise. Et ce problème que nous avons aujourd'hui, ce problème, on va dire, de la manière dont les banques centrales occidentales se débattent à l'intérieur d'une situation qui est intenable, on va dire ces thèses qu'avancent les Américains comme les Européens en disant nous rentrons dans une crise, oui, nous rentrons dans une crise de l'Occident. Dans une crise de l'Occident parce que l'Occident, effectivement, inexorablement va voir sa position de plus en plus attaquée par le fait que le développement, la croissance, la demande, elle se trouve en dehors de l'Occident. Et donc là, derrière... Un monde occidental sans croissance. Mais ça, oui, évidemment, le monde occidental aujourd'hui, et c'est tout le problème de la France et de l'Allemagne. L'Allemagne a interprété ça depuis un moment en disant, en fait, la demande, quand je vais devoir satisfaire la demande, c'est aller travailler sur l'Asie. Je sais bien que de plus en plus, là vers quoi je vais me tourner si je veux avoir encore un peu de croissance, eh bien c'est en vendant là où vous avez d'énormes réservoirs et de croissance et de consommation, avec un certain nombre de problèmes qui se posent derrière cela et qui sont extrêmement importants. C'est la manière dont le modèle économique qu'avait l'Occident et qu'il est en train, on va dire, d'essaimer dans les pays émergents, ce modèle économique est-il tenable? C'est-à-dire, en clair, le dérèglement climatique nous pose peut-être quand même une certaine question en disant, au fond, le modèle de consommation tel qu'on l'exporte, il pose un certain nombre de difficultés s'il est universalisé. Bon, ça c'est... Mais donc là, la question financière, la question monétaire, elle doit être, à mon avis, interprétée à l'intérieur de ce contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit, nous occidentaux, de casser cet élément de croissance dans les pays émergents. Or, nous le faisons aujourd'hui de quelle manière? Avec nos politiques monétaires. Pourquoi? Parce qu'en troublant l'équilibre monétaire mondial, en réalité, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui aux grandes monnaies d'Occident. Ça veut dire quoi? Que quand on trouble l'équilibre monétaire, comme nous le faisons, comme a commencé à le faire les États-Unis, comme va le faire l'Europe, eh bien nous cassons le commerce international, et les premières victimes de cela, ce sont les pays émergents. C'est ce que l'on nous dit sans cesse, G20 après G20. Les pays émergents, et parfois c'est le Premier ministre chinois ou c'est le président chinois, parfois c'est le président russe, et quand il le dit, on sent bien qu'il met un peu d'intensité dans la chose, parfois c'est le ministre des Finances brésilien. À chaque fois, on nous dit la guerre des monnaies, c'est une guerre des monnaies occidentale, mais les premières victimes, ce sont les pays émergents. Et donc moi, mon problème avec toutes les politiques qu'on vient d'évoquer,
avec l'intervention des États en Occident, etc., c'est que nous sommes toujours dans une logique, pardonnez-moi, mais d'ex-colonialiste. C'est-à-dire que nous sommes en train de dire comment on va relancer la croissance en Occident. Comment on va faire pour que l'Occident arrive à retrouver les taux de croissance d'avant. Ah zut, ça va être un problème. Et vous avez le reste du monde qui nous regarde effaré en disant vous êtes en train de briser, de casser des équilibres extrêmement fragiles et qui vont avoir une victime, c'est nous. Et les premières victimes aujourd'hui de ce qui est en train de s'annoncer, de la manière dont la crise revient, c'est d'abord les pays émergents. Vous dites stop Draghi. Et je dis stop Draghi, je dis stop Bernanke, je dis l'Occident doit se poser à un moment donné en disant mais quelle est notre responsabilité à moyen terme. Et il est temps à mon sens vraiment qu'on se pose cette question parce qu'on commence à voir des montées de tensions mondiales et on a tout d'un coup effectivement des choses qui nous arrivent chez nous, des attentats qui commencent à arriver, qui nous interpellent en disant qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, oh là là, comment il va falloir contrer ça. Nous avons un certain nombre de choses qui se passent avec la Russie, nous avons un certain nombre de choses qui se passent au Moyen-Orient. Ce ne sont pas des choses dont on doit dire ah bah oui c'est des braves gens qui savent pas se gérer. C'est nous qui sommes en train de mettre ce bazar aujourd'hui du point de vue monétaire, du point de vue économique, du point de vue géopolitique. Allez-y Charles Gave et Jacques Généreux. Une petite remarque. Les Chinois ont parfaitement analysé cette tentative de dérégler le système monétaire. Ils tiennent leur monnaie d'ailleurs. C'est possible. Alors, oui. Et donc, vivant en Chine, on a un bureau à Pékin où il y a 6 personnes qui suivent les choses. Qu'est-ce que cherche à faire le gouvernement chinois? C'est assez simple. Il cherche à créer une monnaie alternative. Exactement. De paiement au dollar. Et donc, les Chinois sont en train de retourner à des prix de marché pour leur taux d'intérêt et leur taux de change. Ça veut dire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des prix de marché en Asie. Et vous êtes l'Indonésie, vous avez un déficit des comptes courants parce que vous croissez trop vite. Le déficit des comptes courants, c'est que vous achetez plus à l'étranger que vous ne lui vendez. Ce qui est très embêtant. Et les Chinois viennent les voir et leur disent, vous savez quoi? Je vous le finance, votre déficit. C'est-à-dire que les Chinois sont en train de faire avec toute l'Asie, l'Amérique latine, ce que les Américains ont fait en 50 avec le plan Marshall. Ils disent, je vous finance vos choses, j'ai un excédent d'épargne, vous achetez vos biens d'équipement chez moi et tout ira bien. Donc il est en train de se passer que, ce que disait mon voisin est tout à fait exact, mais les Chinois sont en train de nous sortir du jeu. Parce que si vous sortez nos monnaies, il ne nous reste plus aucun avantage comparatif. On n'a plus grand-chose à vendre. Mais juste, si je peux me permettre, avec ce problème majeur de la gestion de la Chine, qui est en réalité, comme vous le dites, une gestion aussi impérialiste, pourrait-on dire, que l'ont fait les Occidentaux, c'est qu'en ce moment, ils financent tout ça par de la dette, par un système de shadow banking qui va leur péter à la figure et à notre figure de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première dette du monde, en 2015, devient la dette chinoise. Et c'est une dette qui, malheureusement, est une dette trop souvent fondée sur des actifs sans valeur. Et en particulier sur des investissements dont on... Et ça, c'est l'énorme problème d'avoir obligé à une alternative monétaire en urgence, une alternative monétaire, on va dire, qui n'avait pas été pensée, qui n'a pas été réfléchie pour être utilisée d'un point de vue international. Charles Gave et Jacques Généreux, parce qu'il bien sûr. Il poirote. Non, je ne veux pas du tout monopoliser. Ce que j'essaie de dire, si vous voulez, c'est que les banques chinoises, c'est détenu. Dans le fond, ce n'est pas des banques, ce sont des branches du ministère des Finances. Je suis d'accord avec vous. Ça n'a strictement rien à voir avec des banques. Bon, donc, allez-y, Jacques Généreux. C'est détenu par l'État. Et c'est contrôlé par l'État avec la garantie de l'État. Donc, la dépendance de la dette chinoise. Non, c'est pas vrai. Jacques Généreux, allez-y. J'ai du mal à voir où sont mes points de désaccord avec Philippe de Sertine parce qu'il ne les explicite pas. Je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire avant. Et le problème n'est pas nouveau. Depuis toujours, et en tout cas depuis l'après-guerre, depuis 1945, on a géré les systèmes financiers, parce que les systèmes financiers, que ce soit nationaux mais aussi internationaux, en fonction des intérêts d'un pays ou de quelques pays. On a géré le système et on a mis en place un système monétaire international sous la pression des Américains qui a été géré en fonction des intérêts de l'Amérique pendant un certain nombre d'années. C'est pour ça que ça n'a pas marché et qu'il a fallu passer à autre chose, c'est-à-dire à rien dans un premier temps. Les Européens ont créé leur propre système monétaire européen, mais en reproduisant structurellement une bonne partie des erreurs de l'ancien, c'est-à-dire, et en tout cas progressivement, ça aurait pu évoluer autrement en prenant la mauvaise direction, qui est d'en faire un système qui fondamentalement n'est pas un système de coopération entre les États, mais un système de guerre économique entre les États. Donc il y a là une vraie difficulté. Mais avec la conséquence qui est décrite, c'est que quand nous avons des crises qui mettent en jeu notamment nos monnaies, car il se trouve que ces monnaies-là, l'euro, le dollar, ont un rôle international fondamental dans les règlements internationaux, dans la fixation de prix internationaux clés pour un certain nombre de pays, notamment
notamment de pays en développement, eh bien nos dérèglements, effectivement, dérèglent le reste du monde. Et évidemment, nous ne gérons ces questions monétaires qu'en fonction des intérêts ou des États-Unis ou de l'Europe, etc. Alors, là, je suis parfaitement d'accord avec ça, et c'est pour ça qu'en effet, on a besoin de reconstruire un ordre monétaire international sur autre chose, si possible sur une vraie monnaie ou des vraies liquidités internationales, comme Keynes l'avait pensé d'ailleurs après, mais personne n'a voulu l'écouter sous la pression des Américains, et qui soit conçu comme le pilier d'un système de relations économiques internationales qui soit fondé sur un principe en fait de coopération et d'équilibre des échanges, et non pas sur un principe de libre compétition et de guerre économique. C'est-à-dire qui prévoit des systèmes de compensation des surplus, qui ne fixe pas comme objectif au commerce international le fait d'être toujours plus fort que les autres et d'accumuler des excédents, ce qui est une logique de guerre économique, mais qui vise au contraire la logique mercantile que vous décrivez, l'équilibre et la complémentarité. C'est-à-dire non, l'intérêt mercantile, vous savez, à long terme des grandes économies, c'est de prospérer mutuellement, car autrement nous sommes, et malheureusement c'est l'histoire du capitalisme, nous sommes dans des cycles d'accumulation de dettes inconsidérées quand tout va bien, qui entraînent des grandes catastrophes économiques, des faillites, du chômage, en attendant que ça reparte, etc. Donc, en attendant que ça reparte. Alors on peut sortir de ça, effectivement, par une logique coopérative. Donc d'accord sur la nécessaire prise en compte de l'incidence internationale, notamment sur des pays en développement, de nos débats et de la gestion de nos questions monétaires. Alors, est-ce à dire pour autant qu'il ne faut rien faire pour s'occuper de la situation du chômage de masse qui s'installe en Europe et de la crise? Bien sûr que non. Et c'est bien pour ça que j'insiste encore une fois sur le fait que l'action par la seule voie monétaire, c'est-à-dire cette obsession qui est une obsession de banquiers centraux formés dans les années 60-70 aux théories monétaristes. C'est le job du banquier central aussi. Non, mais lisez mon bouquin sur le monétarisme débile, voilà, de base, sur cette idée qu'il n'y a aucun autre instrument de politique économique que la quantité de monnaie, ce qui est une ânerie économique totale. Bon, mais nous avons des ânes à la tête des banques centrales et des gouvernements. Mais non, mais c'est dire des gens qui pratiquent bêtement une idéologie stupide et qui semblent totalement immunisés contre le réel. Voilà. Et alors, à côté de la politique monétaire, laquelle faut-il activer? La politique budgétaire. Et donc, pourquoi on a cette conséquence, on a ces conséquences désastreuses, mais elles sont désastreuses aussi au plan interne au niveau européen. C'est parce qu'on a des banquiers centraux et des dirigeants dont les politiques face à la crise ont été obsédés par par deux choses. La première, sauver les banquiers, c'est-à-dire les générateurs des dettes privées et des excès de dettes privées, parfois sauver les États, les banques, et générateurs d'excès de dettes publiques. Vous avez tous les dépôts des gens et toute l'épargne des gens dans le système financier. Sauver les banques, éviter les visites bancaires, sauver les systèmes financiers et sauver les banques sans rien leur demander en contrepartie, sans nationaliser celles qui tout simplement n'étaient plus solvables, pour au moins se resservir de l'outil bancaire pour faire quelque chose d'utile pour l'économie réelle, au lieu de sauver les gens, les entreprises, ceux qui bossent, ceux qui produisent quelque chose. Et du coup, on est dans cette gestion monétaire, avec les conséquences désastreuses de l'instabilité monétaire des monnaies et qui ont des conséquences sur d'autres. Donc c'est pour ça que je reviens à la nécessité, c'est là que je sais que c'est notre point de désaccord. Mais c'est ça la clé. C'est quoi ce point de désaccord? C'est la politique réelle, c'est la dépense de l'État. Et la dépense de l'État, c'est pas forcément embaucher des nouveaux fonctionnaires. La dépense de l'État, c'est aider des PME à investir dans l'innovation, c'est aider les entreprises du bâtiment et du travaux publics. C'est l'investissement écologique pour l'avenir. C'est-à-dire que si vous ne décidez pas de réagir par la crise, par la sanction des banquiers, par la sanction il faut sanctionner les banquiers, ça j'en suis convaincu. Voilà. Et par le fait que les actifs publics et les actionnaires des banquiers qui ont fauté, eh bien ils disparaissent, ils sont ruinés et c'est repris par l'État. Et que d'une part, et que d'autre part, vous ne vous occupez pas de votre économie réelle et de votre emploi réel par une action directe sur l'économie réelle. Si vous ne faites pas ça, eh bien, vous n'en... Un petit mot. Alors, est-ce qu'effectivement les États doivent continuer à s'endetter, à creuser leur déficit? Un petit mot. Non, la situation, allez-y. Vous semblez sans arrêt penser qu'il n'y a que deux leviers. On a évoqué politique monétaire, politique budgétaire. Non, bien sûr qu'il y a les salaires. Donc on peut également vous avez un autre levier. Alors, en 1992, vous avez eu deux États importants qui ont sauté. C'était la Suède et c'était le Japon. Tous les deux parce qu'il y avait eu une spéculation monstrueuse sur l'immobilier favorisée par les banques. Très bien. Qu'est-ce qu'ont fait les Suédois?
Les Suédois, ils ont dit Exact. quels sont les secteurs de croissance. Les secteurs de croissance dans lesquels il peut y avoir, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est les transports publics et c'est les retraites. Ils les ont déréglementés tous les quatre. C'est-à-dire que l'éducation suédoise, qui était plus centralisée que l'éducation française, maintenant 7 familles se mettent ensemble et peuvent créer leur propre école. Et chaque enfant reçoit un petit ticket pour dire vous êtes capable. Et ces tickets sont présentés aux écoles. Depuis, la Suède n'a cessé de croître. En même temps, ils ont dit bon, les banquiers, vous avez fait des âneries. On vous met en prison. Il y en a tout un tas qui ont été en prison. On vous Je nationalise. pense que ça marche assez bien. C'est très bon. Mettre un banquier en prison, ça remonte le moral de la population de façon remarquable. Vous prenez, on a nationalisé les banques et on les a réintroduits en bourse 3 ans après et ils ont fait 5 fois leur mise. Le Japon, ils ont protégé les personnes, ils ont protégé les banquiers et ça fait 30 ans qu'ils s'en sortent pas. Donc la première des choses qu'il faut faire en France, par exemple, il y a une demande gigantesque en France pour une éducation de qualité. Est-ce que le système de l'éducation n'est pas franchement extraordinairement... Non, c'est une fabrique de crétins, comme a dit un type. L'éducation en France est devenue une fabrique de crétins. Donc, la réalité, c'est qu'il faut aujourd'hui permettre à l'enseignement privé de se développer. Et aujourd'hui, la moitié des enfants, par exemple en Bretagne, sont dans des écoles privées. Il n'y a aucun problème. Donc, Jean-Marc Daniel sort de ce corps. Non, mais je veux dire, il y a toute une série de choses. Vous pouvez déréglementer les activités de Charles Gard. croissance qui sont faites par l'État et où il n'a rien à foutre. Généralement, quand les pays avaient des difficultés, il y a les éléments structurels que vous décrivez. Il y a souvent eu une petite dévaluation monétaire au coin de la rue. mais c'est évident. Une grosse C'est évident. dévaluation. Une Mais grosse donc, dévaluation. c'est pas Au Canada, pareil. Hein. Pardon, c'est pas parce que l'école est privée ou publique qu'il y a plus d'élèves. Donc il faut bien comprendre, attention, en termes de croissance. On ne parle pas du nombre d'élèves, on parle de Non, mais On pense que c'est devenu un secteur de croissance, l'éducation. Non, mais Il y a beaucoup plus d'écoles. Et les mauvaises écoles ferment. Le cas de la Suède est intéressant, mais on parle d'un pays qui à l'époque avait 60% de son PIB en dépenses publiques, donc le fait qu'ils aient pu ajuster un peu à la On est à 50, à peu près. on est à 58, ils sont revenus. Nous, on est à 58. Et ils sont restés à un niveau extrêmement. Mais je n'ai rien contre la dépense publique, mais il faut qu'elle soit Mais ils ont votée. beaucoup investi dans la formation, Et effectivement. en effet, je note le point d'accord, c'est-à-dire la sanction effectivement des fautes financières des banquiers, avec la priorité. Et de l'éducation, les mauvaises écoles ont fermé. C'est la dévaluation, vous avez raison de le rappeler, de le souligner. C'est un instrument qui a joué un rôle fondamental Mais aujourd'hui, la couronne suédoise est plus forte. Messieurs, le temps file. Bien sûr. Resserrez vos réponses. Alors un autre élément, un autre Voilà. levier d'action, c'est la réduction des inégalités à long terme pour la croissance, puisque c'était un de vos... C'est un de mes thèmes, oui. Où, en effet, on a à nouveau une sonnette d'alarme qui est tirée par une grande ONG. Surtout les élites considèrent voilà. ça comme aujourd'hui un problème, alors qu'ils se disaient que ça pouvait être un levier. Sur l'aggravation des inégalités de patrimoine et de revenus, de richesses dans le monde. Oui, vous dites que les élites pensaient que l'inégalité est un levier d'efficacité, etc. Mais là encore, ça fait partie des âneries économiques qui traînent depuis Peu longtemps. importe, les choses changent. C'est-à-dire Bon. que, les choses changent, pourquoi? Vous voyez, les choses changent parce que notamment, on voit maintenant, c'est pas seulement des ONG, c'est par exemple l'OCDE qui, dans son dernier rapport justement sur la question des inégalités, soulignait, après avoir étudié la question sur les années 1985-2005 sur 20 ans dans le monde, que contrairement à une idée reçue mais qui avait déjà été totalement démentie par l'analyse économique, les inégalités ne sont pas du tout un facteur de croissance économique à long terme. C'est ce qu'on a cru et on commence à penser l'inverse, effectivement. Mais que c'est exactement le contraire. Qu'est-ce qu'on fait Et donc, non, mais c'est très important. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Hein. Non, mais corrélation ne veut pas dire causation. Non, c'est pas une question de corrélation. Si. Non, mais monsieur, si vous me permettez vous parlez beaucoup. M'écouter. Oui, mais resserrez vos propos. Les minutes filent très vite. Mais on n'est pas dans un colloque. Il y a un livre qui s'appelle Les vraies lois de l'économie et il y a un chapitre sur la loi du gâteau qui dit que plus on le partage, mais plus il y en a, qui est le contraire de l'idée reçue dans le mainstream, disons. Pour peu que le gâteau grossisse. Hein. Mais c'est un fait qui est établi par l'analyse économique pour des tas de raisons. Par exemple, que montre l'OCDE, c'est que quand les inégalités sont réduites, l'accès à l'éducation augmente. Parce que le fait qu'il y ait une meilleure distribution du revenu fait que vous avez plus de petites filles qui vont à l'école, vous avez plus d'enfants qui vont à l'école. On est d'accord, Jacques Généreux. Il y a un problème de cohésion sociale, d'insécurité. Ça améliore l'accès au capital et au crédit d'une part plus importante de la population, ce qui stimule les créations d'entreprises, d'activités, etc. Okay. Bref, on ne sait pas comment les réduire. Mais si, là je vous le donne. La clé. Les conséquences d'une réduction des inégalités. C'est plus de cohésion, d'autorité de l'État. Réduire les inégalités, ça passe par des politiques salariales, ça passe
par les politiques de protection sociale dans beaucoup de pays, c'est par la mise en place, mais de systèmes sociaux et de dépenses publiques, et par l'investissement dans l'éducation et dans la santé. Pourquoi? Parce qu'à long terme, ça fait un investissement dans le capital humain, dans la formation de l'éducation. Parce qu'à long terme, ça fait un accès au crédit, à la finance pour des petits entrepreneurs. Et parce que l'augmentation des salaires stimule le pouvoir d'achat. Et bref, voilà les clés de la croissance. L'autre levier, effectivement majeur, c'est la réduction des inégalités. Mais c'est vrai aussi pour l'Europe. Réduction de l'inégalité dans le partage des richesses, c'est une alternative à la recherche de la croissance toujours la plus forte. On a cru à un moment que ce serait un levier de croissance et en fait on se rend compte qu'effectivement ça mine la cohésion sociale, ça crée de l'insécurité, l'autorité de l'État est attaquée, la diffusion de l'éducation est abîmée par ces inégalités. Comment vous réagissez à ce qui a été dit et l'idée que c'est la dépense publique globalement qui apportera une solution? Pas seulement. Pas seulement, mais en partie. Parce qu'il y a quand même toute une école qui est pour la réduction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que je vous avais déjà raconté. Moins de 2 minutes désormais. Donc moins de 2 minutes. Donc, j'avais partie de la commission Cotis en son temps, qui avait été la commission de Cotis, qui était le patron de l'INSEE, pour regarder la répartition de la valeur ajoutée. Et sur une longue période, ça avait été très intéressant parce qu'on mettait exactement en évidence ça, c'est-à-dire qu'on avait toujours la même base de valeur ajoutée pour les salariés en France depuis 35 ans, sauf que, grosso modo, il y a 35 ans, on avait un rapport de salaire de 1 à 40 et qu'on était passé de 1 à 400. Vous voyez, c'est-à-dire l'inégalité, effectivement, à l'intérieur d'un même ensemble, avait explosé. Et ça, je me souviens déjà à ce moment-là, ça nous avait énormément interpellé. Mais moi, on avait travaillé un petit peu en disant, mais d'où ça vient? Parce qu'en fait, la vraie question, c'est ça. D'où ça vient? Comment ça se fait? En fait, le facteur fondamental d'inégalité dans la répartition provient de l'intéressement, on va dire, si vous voulez, de la valorisation des entreprises. Comment, par quel vecteur vous avez des inégalités pareilles? Principalement, si on allait très vite, on va dire, par le fait que vous avez eu des stock options, que vous avez eu des intéressements sur les valeurs, et qui fait qu'en réalité, et là c'est là où c'est très intéressant, parce qu'on retrouve le problème qu'on évoquait tout à l'heure, plus vous avez des bulles, plus vous allez avoir de l'inégalité. Parce qu'en réalité, le milliardaire qui vient très très vite, le salaire, vous voyez, le salaire est une charge que va payer le client. Le client ne paiera jamais un salaire aberrant. Ce qui va payer en revanche, ou ce qui va permettre à quelqu'un d'avoir une richesse absolument incroyable très vite, c'est une valorisation aberrante de la structure dans laquelle il est. Et donc la vraie question qui se pose derrière, c'est comment, si on veut réduire cette notion d'inégalité, comment se fait-il que nous avons des aberrations dans la valorisation? Et comment ça se fait? Eh bien tout simplement parce que nous avons des effets de bulle. Comment nous avons des effets de bulle? Eh bien par des politiques monétaires aberrantes. On a fait le tour de la question de votre émission. Je peux dire une chose? Le mot de la fin. 4 secondes au compteur, allez-y. 4 secondes. Si vous voulez, je crois, moi j'ai discuté avec un homme qui s'appelait Thomas Sony, qui était le chairman de la réserve fédérale de Kansas City, il y a 4 ans. Il m'a dit, Charles, qui était un vieil ami, on était deux à déjeuner. Charles, il faut que tu comprennes que la politique monétaire des États-Unis a été capturée par une plutocratie à la fin des années Clinton et que cette plutocratie exerce une pression pour le bénéfice de cette plutocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique monétaire des États-Unis est faite par les riches pour les riches. Pour les banquiers. C'est tout. Donc, si vous voulez, il faut sortir de ça. Il faut retourner à la démocratie. On a fait le tour. On a pas le programme, mais pas si. Je voulais vous faire réagir sur Steve Keen, Gaël Giraud, qui nous disent... on n'est pas loin. Oh non, pas du tout. N'ayons pas peur de la dette publique. La capture de l'État par des groupes de pression, c'est un grand classique de la démocratie libérale. Philippe de Sertine avec nous, Charles Gave et Jacques Généraux. On se retrouve demain. Les intégrales placements à suivre d'ici quelques instants et les experts 22h-23h. Sébastien Coinon ce soir.